Bienvenue dans cette rediffusion du webinaire du 26 novembre 2021 de la communauté des talents pédagogiques. Ici Julien Maurice, donc animateur de la communauté, et nous abordons avec Claudia Henrich, qui est ingénieure pédagogique d'IMT Minales, la question des compétences et sa matérialisation concrète dans les programmes de formation de l'enseignement supérieur. Ce webinaire est une aubaine pour tous ceux qui souhaitent comprendre les tenants et aboutissants de la démarche et répondre au sein de leurs établissements au cahier des charges du ministère. Après avoir introduit de manière macro la question des compétences, puis nous avoir proposé plusieurs définitions du concept, Claudia illustrera brillamment au cours de ce webinaire de quelle manière les établissements d'enseignement supérieur se sont emparés et ont fait évoluer leur programme de formation. Pour ce faire, elle nous rappellera également de quelle manière la notion de compétence s'est matérialisée dans la loi au cours de l'histoire via plusieurs étapes successives. Afin de mieux expliciter ses propos, elle prendra également l'exemple de quelques écoles qui ont passé toutes les étapes de validation exigées par France Compétences. Cela ne manquera pas pour sûr de vous inspirer. Avant de vous laisser en compagnie de Claudia, je précise que vous pouvez rejoindre la communauté des talents pédagogiques sur son serveur Discord pour échanger avant et après les webinaires et vous abonner à la newsletter. Tous les liens sont en description. Vous pouvez également vous créer un compte sur le site de la cartographie des talents pédagogiques, qui est un projet annexe à la communauté des talents, sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses ressources liées à la pédagogie. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage en compagnie de Claudia Henrich. Puis on va pouvoir inviter Claudia à nous partager son diaporama. Excellent webinaire à tous et à tout de suite à plus tard pour les questions-réponses. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Super. En plein écran, vous voyez bien Doris qui se demande si on parle compétences. J'espère qu'à la fin de cette présentation, vous parlerez un petit peu plus compétences, ou en tout cas que vous aurez des questions bien précises à me poser sur les compétences. Pour commencer, je voulais vous dire, vous l'avez peut-être déjà vécu, que la notion de compétence, c'est un des grands attracteurs de débat. C'est-à-dire que dès que l'on pense compétence, il y a des chances que ça se finisse, pas forcément mal, mais en tout cas que ça se finisse en débat, en bagarre, et cela pour plusieurs raisons. Et donc, dans cette présentation, je voudrais vous donner d'abord quelques clés sur les arguments de ce débat pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée, votre propre idée, vous donner des clés ensuite pour comprendre la notion de compétence et d'approche programme par compétence, et enfin vous montrer quelques exemples, un peu comment on pratique cette démarche ou cette approche par compétence. Ça vous va? On démarre. Donc, toujours dans les débats, il y a, vous savez, les deux petits bonhommes qui se placent sur vos épaules. Il y a le petit ange et puis le petit diable. Et c'est à nous, finalement, de prendre position et de savoir lequel on écoute. Alors, parmi les diablotins de l'approche par compétence et même de la notion par compétence, il y a d'abord un débat idéologique. C'est-à-dire que l'approche par compétence et même la notion de compétence renvoie une partie de la communauté éducative vers des questions de complot. Il y aurait un très grand complot derrière l'école et l'enseignement supérieur qui ferait qu'on emploie ou on déploie des méthodes comme l'approche par compétence pour mieux préparer les personnes au travail de manière docile et pouvoir en faire ce que l'on veut. Et donc, il y a de nombreux ouvrages, pas forcément uniquement sur la compétence, mais dans cette idéologie, c'est-à-dire de voir le mal et le diable dans toutes ces nouvelles méthodes pédagogiques, en particulier celle des compétences. Pourquoi? Parce que ça renvoie aussi à des domaines du travail, évidemment, des professions. La notion de compétence a beaucoup été utilisée par les RH et encore aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai eu des webinaires et même des réunions présentielles dans lesquelles les profs disent « mais oui, mais vous êtes dans un pacte avec l'économie uniquement et donc les compétences, c'est un moyen pour cela ».
Il y a eu aussi un moment un peu critique pour la notion de compétence, qui était la crise de 2009 dans l'université française et le grand mouvement de Sauvons l'université, qui a pris la notion de compétence un peu comme leitmotiv de la critique, de la manière dont l'État gérait l'université. Et donc, le fond de ce combat, à ce moment-là, par certains, c'était de dire que sous couvert d'un discours parfois généreux et moderniste sur les compétences, il pourrait bien se cacher une opération de mise au pas de l'enseignement, sa soumission aux besoins d'une économie capitaliste en crise. Voilà. Donc, quand on parle compétences, il y a quand même une partie d'idéologie souvent qui est véhiculée. Il y a un autre argument très fort qui est utilisé contre la notion et l'approche par compétence, c'est celui qui dit qu'on pourrait mobiliser des compétences sans connaître ni comprendre. Ça veut dire que c'est connaissance versus compétence et qu'en gros, une démarche par compétence serait là pour anéantir les savoirs, que les savoirs n'auraient plus de place dans l'enseignement et qu'on se focaliserait uniquement sur les savoir-faire complexes des étudiants. Du côté de ceux qui défendent cette notion et cette approche par compétence, on dit que c'est un peu le salut, évidemment, c'est l'autre côté. On dit que la notion de compétence et surtout l'approche programme par compétence permet de dépasser un modèle d'enseignement transmissif où on serait là pour remplir ce qu'on ne peut pas faire. Mais bon, dans l'idée de remplir la tête des étudiants de connaissances, alors que dans un modèle d'enseignement par compétence ou piloté par compétence, on serait plutôt dans la capacité de mobiliser ces connaissances pour en faire quelque chose. Il y a un autre argument positif, et celui-là, il est important, je pense que chacun d'entre nous y réfléchisse, c'est la connexion de nos formations avec la réalité. Et il y a un exemple très intéressant qui a été publié dans Le Monde de l'année dernière et qui est ce sentiment des diplômés des écoles d'architecture qu'on leur a vendu un rêve. C'est-à-dire que pendant leur enseignement, leur formation, on les a accompagnés dans un développement de compétences qui finalement ne leur seront pas demandées quand ils arrivent dans une agence. Et donc, il y a une sorte de frustration entre des compétences qu'on aurait pu développer et puis des choses qu'on ne peut pas faire. Ça peut aussi fonctionner dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on arrive dans le monde du travail et puis on attend de nous des choses qu'on n'a pas apprises à faire. On peut toujours continuer à se former et c'est d'ailleurs les plus belles compétences, c'est celles qui rendent les personnes adaptables. Et surtout, celle à laquelle je crois profondément, c'est que l'approche par compétence, c'est un prétexte, c'est un bel instrument pour donner de la cohérence aux formations et surtout améliorer l'interaction entre les enseignants. Et donc, on va essayer de voir pourquoi. Donc, dans ce débat, dans ces différentes positions, l'objectif de cette présentation et de ce que je vais vous dire maintenant, c'est que vous puissiez vous-même vous faire une idée d'à quoi peut bien servir une approche par compétence et surtout comment on nous demande aujourd'hui de l'utiliser. Donc, quelques clés pour aller vers une plus grande lumière. Ça ne vous aura pas échappé, sans doute, que nos étudiants aujourd'hui sont un peu différents de ce que nous avons été, ou en tout cas de la génération précédente, parce que parmi vous, il y a peut-être des gens très jeunes. Dans cette génération Z, on peut dire qu'il y a au moins deux choses qui les caractérisent. C'est d'abord ce que Michel Serres appelait petite poussette, sa petite fille, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui sont nés presque avec le savoir au bout des pouces. Hein. S'ils ont besoin d'aller chercher une connaissance, une définition, une méthode, eh ben, ils savent très bien pianoter et puis même pendant le cours, aller vérifier ce qui est dit par les enseignants. Mais c'est aussi une génération qui est différente de celles qui ont précédé à cause du contexte.
hein. On est dans un contexte qui est plutôt anxiogène, et en particulier avec la crise écologique, beaucoup d'étudiants se posent la question du sens de leur formation et donc attendent de nos cours qu'on leur explique un peu mieux à quoi est-ce que cela va servir et est-ce qu'on n'est pas en train justement de les transformer en des gens ou en des travailleurs qui vont plutôt faire plus de mal que de bien à la planète. Vous les voyez peut-être au quotidien, ne sont pas toujours super motivés, mais dès qu'on leur parle de leur place et de leur rôle dans la société et de comment finalement leurs compétences vont être une possibilité d'action, eh bien, en général, les regards s'éveillent. Alors, une compétence, c'est quoi? On peut regarder les définitions qu'ont données les savants, les grandes institutions de la compétence, de la notion de compétence. J'aime bien celle de Philippe Perrenoud, par exemple. Une compétence est une capacité d'action efficace face à une famille de situations qu'on arrive à maîtriser parce qu'on dispose à la fois de connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient en temps opportun pour identifier et résoudre des vrais problèmes. Jacques Tardif, qui est un peu mon mentor pour la démarche compétence, il a dit ça de manière un peu plus compacte. Il dit une compétence est un savoir agir complexe qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes, donc internes à nous-mêmes ou externes que l'on va chercher, à l'intérieur d'une famille de situations professionnelles. Et on verra en quoi cette définition de Tardif, qui au premier regard est un peu lourde, elle contient en fait toutes les dimensions qui sont aujourd'hui demandées dans une approche compétence. Guy Le Botterf, que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà utilisé dans leurs travaux sur les compétences, il a une définition plus simple. La compétence ne réside pas dans les ressources, donc les connaissances ou les capacités, qui seraient à mobiliser, mais dans la mobilisation elle-même de ces ressources. La compétence est de l'ordre du savoir mobilisé. Et si on prend par exemple la définition que fait le Parlement européen en 2006, une compétence est une combinaison de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées à chaque contexte. Et ils disent, les compétences clés sont celles qui fondent l'épanouissement personnel, l'inclusion sociale, la citoyenneté active et l'emploi. Donc, vous voyez que lorsqu'on sort des sciences de l'éducation et que l'on va dans le monde, on va tout de suite chercher en fait l'utilité de la notion de compétence dans la société et même dans l'épanouissement personnel, ce qui est intéressant. On ne va pas toutes les lire, mais disons que vous aurez ensuite, grâce à ce support, un stock de définitions sur la compétence. Alors moi, j'en fais un résumé. Je pense qu'il faut retenir de la notion de compétence qu'elle se réfère d'abord à l'action. Si vous êtes dans une discussion où on ne tourne qu'autour des savoirs ou des méthodes, par exemple, des savoir-faire, vous n'êtes pas encore dans une discussion sur des compétences. La compétence ou la réflexion sur la compétence commence dès qu'on se demande comment un diplômé ou comment un étudiant peut agir sur le monde qui est autour de lui. Et donc, la compétence, c'est bien un savoir-agir. Alors, on dit complexe, et j'ai un petit exemple, c'est que l'on peut savoir faire du vélo. Voilà, ça c'est un savoir-faire. Je sais pédaler. Par contre, me débrouiller, être mobile dans une grande ville à vélo, là, ça devient une compétence. Pourquoi? Parce que je dois connaître le code de la route, parce que je dois avoir développé des aptitudes de veille, de réflexe pour ma propre sécurité et pour celle des autres. Donc, la compétence, ce n'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-agir complexe. Et donc, cela implique la mobilisation de ressources différentes, que ce soit des connaissances, on ne les met pas du tout à la poubelle, elles sont même au centre de la question de compétences, mais il n'y a pas que ça.
il y a aussi des savoir-faire, des savoir-être et des postures. Et une autre dimension importante de la compétence, c'est qu'il faut être capable de dire dans quelle famille de situations professionnelles cela se déroule. C'est-à-dire que faire du vélo dans un parc ou faire du vélo dans une ville, ce n'est pas tout à fait pareil. Hein. Justement, il faut mobiliser des ressources qui sont différentes. Alors, on parle aussi de situations professionnelles ou équivalentes, parce qu'on peut bien sûr réunir certaines conditions qui fassent qu'on arrive à atteindre à peu près une situation professionnelle à l'école. On se débrouille pour ça, on crée soit des jeux de rôle, soit des salles, par exemple, de gestion de crise. Et à l'école, on essaye de reproduire une situation réelle pour pouvoir observer les compétences in situ. Et l'approche par compétence, alors, dans tout ça? Eh bien, l'approche compétence, c'est une nouvelle façon d'organiser les formations. On va transiter, on va passer d'une logique de contenu où on dit chaque semestre, là, il y a ce programme, on va faire cette discipline-là, et puis cette matière-là, et puis etc., à une logique de parcours. C'est ce que moi j'appelle les spaghettis. C'est-à-dire que pour chacune des compétences visées par la formation, on va essayer de dire par quels enseignements cela passe et comment on crée une trajectoire de développement de ces compétences. Parce que les étudiants vont suivre des enseignements uniquement de connaissances, par exemple, d'autres méthodologiques, mais aussi des stages, des missions, des lieux d'application et de mise en œuvre de ces connaissances. On parle donc de trajectoire de développement de compétences. Et ce qu'il faut bien retenir, parce que ça évite aussi des discussions stériles, c'est que sur ce parcours de développement de compétences, parfois, on va évaluer uniquement des savoirs, donc c'est les petites chouettes ici. On peut tout à fait faire des examens uniquement sur les savoirs, des QCM pour vérifier que des savoirs ont été compris et surtout acquis. On peut faire des évaluations sur des savoir-faire ou sur des attitudes. Et puis, il y a certains moments, mais souvent pas beaucoup parce que c'est compliqué à faire, des moments où on va évaluer la compétence en situation. Et donc ça peut se passer à l'école, comme je viens de l'expliquer avant, soit ça peut aussi se passer à l'extérieur de l'école, dans des moments de stage, de projet de fin d'études, et c'est alors à l'élève et parfois à des tuteurs externes à l'école de venir nous faire un compte rendu de comment cette compétence a pu être déployée. Et finalement, cette évaluation, nous, à l'école, on va le faire à partir de ces preuves, de ce faisceau de preuves qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va savoir quels ont été les résultats académiques de l'élève, mais aussi, on va avoir aussi les comptes rendus, les preuves que peut nous apporter l'élève ou des personnages extérieurs sur sa capacité à déployer une compétence in situ. J'espère que jusque-là, ça va. Quelques exemples. Donc, une formation de l'enseignement supérieur qui dure 3 ans, 2 ans ou 5 ans, elle doit aboutir, en gros, à un nombre restreint de compétences. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, c'est compliqué de les évaluer. Et donc, si vous avez une formation avec 40 compétences, il va falloir se débrouiller pour démontrer qu'on a pu évaluer toutes ces compétences dans des situations professionnelles réelles ou équivalentes. Et ça, c'est pas facile. Donc, et puis, c'est pas facile non plus pour les étudiants. Si vous avez 40 objectifs différents, pour eux, d'être clairs ensuite sur les compétences qu'ils ont développées. Donc là, vous avez quelques exemples. J'ai bien lu de l'école d'architecture de l'Université de Liège. Quelles sont les compétences visées pour un architecte? Il faut qu'il sache instruire une question architecturale. Vous imaginez donc le degré de complexité de cette compétence. C'est-à-dire que pour instruire une question architecturale, il faut savoir faire des analyses de sites, il faut avoir compris le système d'acteurs, il faut connaître des questions aussi économiques, techniques,
Donc, c'est bien un savoir-agir complexe. Les architectes sont aussi capables, au bout de 5 ans de formation, d'élaborer une réponse spatiale, alors que des ingénieurs peuvent élaborer des réponses techniques. Donc, l'architecte, il est bien dans son domaine de compétences lorsqu'il s'agit de formes habitables. Ensuite, il va être capable de mettre en œuvre une réponse spatiale située. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut non seulement qu'il sache faire un projet, le concevoir, mais en plus qu'il sache le construire, le mettre en œuvre, faire réagir et surtout gérer un système d'acteurs complexes. Et puis ensuite, il faut qu'il sache interagir avec l'ensemble des acteurs. Donc, avec ces 4 grandes compétences, vous avez fait le tour, le grand tour de ce que sont les compétences professionnelles d'un architecte. Vous avez des exemples, par exemple, d'une licence plus master en information et communication, et de même, dans les domaines qui sont plus proches de nous, l'ingénieur mécanique de l'Université Paris-Est. Ça, c'est un travail qui a été fait avec Jacques Tardif. Donc, vous voyez 3 grandes compétences qui sont, enfin, les 2 premières, qui sont celles que pourraient être celles de n'importe quel ingénieur généraliste, agir en ingénieur éthique et responsable avec une pensée scientifique construite. Vous imaginez tout ce qu'on doit apprendre et finalement tout ce qu'on doit vivre avant de pouvoir démontrer que l'on agit en ingénieur éthique et responsable avec une pensée scientifique complexe. Et puis, interagir en tant qu'ingénieur dans le monde professionnel. Et puis ensuite, vous avez 2 compétences qui sont plus spécifiques, concevoir une solution dans le domaine du génie mécanique et déployer une solution dans le domaine du génie mécanique. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être là aussi, parce que nous sommes quand même très sollicités pour les nouvelles fiches RNCP, donc nous sommes sollicités, les institutions d'enseignement supérieur sont sollicitées dans finalement ce qui fait le cœur de leur légitimité et qui est l'évaluation et l'accréditation de leur titre. Et ça rejoint une question sociale. Mais on pourrait se demander en quoi? Est-ce que cette approche par compétences que je viens d'expliquer, c'est plutôt de sciences de l'éduc, c'est de l'ingénierie pédagogique pure? En quoi est-ce que cela rejoint une évolution sociétale? Et là, c'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui, la démarche compétences est inscrite dans la loi. En fait, elle est inscrite dans la loi depuis un moment. Et cela vient d'un mouvement qui s'est étendu sur tout le XXe siècle, qui est le fait que pour une plus grande égalité dans notre pays, on a voulu donner accès au diplôme de l'enseignement supérieur par la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Et ça, vous connaissez tous, ceux qui ont vécu aussi dans le XXe siècle, on a toujours pu, de notre vivant, dès 1934, accéder à un titre par une validation des acquis de l'expérience professionnelle. Mais c'était un peu compliqué et c'était assez réduit comme possibilité. Donc, tout au long du XXe siècle, on a essayé d'agrandir et surtout de rationaliser ce droit. Et en 2002, il y a eu la première grande loi de modernisation sociale dans laquelle on a créé la validation des acquis de l'expérience et on a créé un gros truc qui s'appelait d'abord la Commission nationale de la certification professionnelle, puis le RNCP, le Registre national de certification professionnelle. Et donc ça, c'était fait dans quel but? C'était dans le but de donner accès aux professionnels à certaines certifications, à certaines formations. Et à partir de ce moment-là, on a dit que les certifications devaient être déclinées via des compétences. Donc là, la notion de compétence est déjà rentrée dans la loi. Après, en ce qui nous concerne de beaucoup plus près, en 2013, il y a eu la loi Fioraso, la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et dans cette loi, c'est devenu obligatoire de décliner toutes les formations
de l'enseignement supérieur public, et puis toutes celles qui voulaient rentrer dans le RNCP par compétences. Et ça a été fait, on le sait peu, mais ça a été fait de manière un peu brutale, c'est-à-dire du haut vers le bas, mais toutes les licences professionnelles et les masters en France ont un référentiel de compétences. Alors, c'est un peu dommage parce que ça n'a pas été fait forcément avec les enseignants. Donc, ils ne sont pas forcément au courant. Et donc, c'est un peu non relié avec les enseignements, mais les référentiels de compétences existent. Et ce moment-là est devenu aussi incontournable, le fait de publier des fiches RNCP. Et on va en dire un mot. Et puis, la dernière étape de cette évolution, qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est qu'en 2018, il y a eu une deuxième loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et celle-là, elle a instauré les blocs de compétences, qui sont encore un truc nouveau, dont il faut arriver à comprendre la logique. Il y en a une, mais elle est assez différente de la logique des sciences de l'éducation. Et donc, finalement, nous sommes aujourd'hui obligés, en tant qu'institution ou établissement de l'enseignement supérieur, eh bien, de restructurer nos formations par bloc de compétences. Et cette loi nous a aussi donné une nouvelle obligation qui est de décliner cette formation en 3 référentiels, un référentiel d'activité, un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation. Alors, si c'est la première fois que vous entendez parler de tout ça, je pense que c'est un peu lourd. Mais n'empêche que c'est le cadre dans lequel nous allons vivre maintenant. Et aujourd'hui, la CTI, qui est donc notre organisme certificateur, est le représentant de France Compétences. Le RNCP est devenu France Compétences depuis quelques années. Et c'est donc la CTI qui va vérifier ces différents référentiels et qui va donner un accord, qui va autoriser la manière dont chaque formation va être décrite en bloc de compétences. Donc, on rejoint bien une logique sociétale dans le sens où on nous fait faire tout ça dans l'enseignement supérieur pour que nos formations soient accessibles à la formation professionnelle. Alors, il y a plein de débats autour de ça, mais si vous voulez, on en parlera, si cela vous intéresse, après la fin de la présentation. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on attend de nous? Eh bien, on attend de nous que nous démontrions, c'est un peu comme l'alignement pédagogique, que nous démontrions la cohérence qu'il y a entre les activités professionnelles que vont faire nos diplômés à l'issue de la formation, les compétences qui sont visées par les formations, et puis nos dispositifs d'évaluation. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous demande de démontrer que nos évaluations sont bien conformes aux compétences que l'on dit que l'on vise et aux activités que l'on a compris, que l'on connaît de nos étudiants une fois qu'ils sont dans le monde du travail. Alors, pour finir, quelques exemples. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui aient déjà franchi toutes ces étapes. À notre connaissance, des écoles généralistes, parce qu'en spécialité, c'est un peu plus facile, mais des écoles généralistes qui aient franchi toutes ces étapes et qui aient donc rendu et été certifiées avec cette nouvelle grille RNCP. Il y a Centrale Lyon et puis il y a Paris Supélec. Donc, vous avez ici les 5 blocs de compétences de Centrale Lyon. On peut les lire parce que vous allez voir qu'on pourrait tous se les approprier. Donc, créer de la valeur par l'innovation scientifique et technique, appréhender, analyser, résoudre des problématiques relatives à des systèmes complexes, conduire des programmes, manager de façon éthique et responsable, et contribuer à l'élaboration et au déploiement d'une vision stratégique de l'entreprise. Et vous voyez que c'est assez sioux de la part des centraliens, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des choses qui peuvent correspondre à tous les ingénieurs, mais on sent quand même aussi l'ADN de Centrale,
C'est-à-dire que cette vision stratégique, par exemple, de l'entreprise, pas toutes les écoles d'ingénieurs peuvent la défendre. Et eux, ils sont censés être en capacité de démontrer que leur système de compétences et d'évaluation mène bien les étudiants, les amène bien à être capables de définir, ou en tout cas de contribuer à des visions stratégiques dans les entreprises. Donc, concrètement, dans leur document maintenant du RNCP, vous avez ces triples colonnes où vous avez les blocs de compétences, la liste des compétences visées, et puis les modalités d'évaluation. Il y a aussi une colonne sur les activités. Je ne vais pas dans le détail, on pourra y revenir si vous voulez. Alors, au Mindales, où en sommes-nous? Comment on a compris tout ça? On s'est dit que ce qu'on nous demandait, c'était de définir un nouveau cadre pour la formation des ingénieurs généralistes. Et que ce cadre devait rendre explicite, aussi bien aux étudiants qu'aux entreprises, la manière dont on se débrouille, nous, pour proposer un parcours à des étudiants qui, aussi bien dans le tronc commun que dans les départements, vont leur permettre de développer X compétences transverses et à la fois spécifiques. Ça veut dire que nous, on a défini 4 blocs de compétences qui sont communs à tous les ingénieurs que nous déployons, mais aussi des blocs de compétences optionnels qui correspondent aux compétences spécifiques du département qu'ils choisissent. Donc, par exemple, il y aura un bloc de compétences sur le département informatique et intelligence artificielle. Et là, les profs de ce département sont à la fois en train de travailler sur les activités précises que font leurs étudiants en fin de parcours, mais aussi sur les compétences spécifiques qui les aident à développer et sur les évaluations qu'ils font et qui permettent de démontrer qu'on est allé vérifier ces compétences spécifiques. Enfin, pour des choses un peu plus larges et qui sont méconnues, il existe un arrêté, donc 2019, ça commence à faire finalement, qui définit les compétences du diplôme de doctorat, par exemple. Et donc, toute personne inscrite en doctorat aujourd'hui devrait, à la fin de son doctorat, avoir eu des évaluations qui permettent de garantir ces différents blocs de compétences. Donc, je vous laisse en prendre connaissance maintenant ou un peu plus tard, mais disons que l'État a décidé pour le doctorat d'écrire des blocs de compétences qui sont génériques pour tous les doctorats, alors que pour les écoles d'ingénieurs, on nous laisse la main et donc on nous laisse pour chacune de formations le soin de décrire nos propres blocs de compétences et toute la suite de la démonstration, cette recherche de cohérence entre des activités visées, des compétences visées et des évaluations que nous faisons. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop rapide ou trop lourd, mais en tout cas, c'est notre nouveau contexte. C'est-à-dire que face à un contexte compliqué en termes d'avenir pour les étudiants et donc de motivation pour leurs études, nous devons nous insérer dans un nouveau cadre qui est aussi un cadre européen. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi des décrets européens, dans lequel toute école, toute formation doit être capable de se définir en blocs de compétences, en activités et en évaluation. Je vous remercie pour votre attention et on peut discuter maintenant. Et voilà, c'est terminé pour la présentation globale du webinaire. Je précise que si vous nous rejoignez en live pour un prochain événement, vous participerez également aux échanges avec les autres participants qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Nous organisons également un after show pour échanger encore plus librement après le webinaire entre membres de la communauté. N'hésitez pas pour rappel à nous rejoindre sur le serveur Discord et à vous inscrire à la newsletter, voire sur le site de la cartographie des talents pédagogiques. Vous trouverez tous les liens en description. Enfin, vous pouvez évidemment liker cette vidéo pour un meilleur référencement et la faire suivre sur vos réseaux préférés. Voilà, c'était Julien Maurice, animateur de la communauté des talents pédagogiques. Merci au passage à Clémentine Potvin pour la co-animation et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.